Bonjour et bienvenue aux 10 minutes juridiques, votre bible en seule vidéo avec le cabinet avocat Landau Associés par VK. Comme tous les 15 jours, un grand dossier et des brèves. Et le grand dossier, c'est la réforme de la taxe d'habitation. Plutôt que de décortiquer ce dossier puis de faire une interview, attaquons tout de suite avec 5 questions posées à Pascal MS, consultant financier du cabinet MS Conseil. Pascal, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous. Première question. Quelles sont les dispositions prévues par la loi de finances 2020 sur la TH? La loi de finances prévoit de supprimer la totalité de la taxe d'habitation sur les résidences principales pour tous les contribuables ayant un revenu inférieur au seuil défini par la loi. En moyenne, 80% des contribuables. Et pour les autres contribuables, les 20% restants, il y aura réduction de la TH de 30% en 2021, de 65% en 2022 et la suppression totale en 2023. Alors pour les collectivités, 2020 sera sans changement, du moins pour celles qui n'ont pas bougé leur taux depuis 2017. Elles percevront une recette calculée à partir des bases notifiées et du taux de TH 2019 qu'il sera toutefois impossible de faire varier. En 2020, les collectivités ayant augmenté leur taux de TH depuis 2017 se verront, elles, prélevées d'un montant correspondant à ces hausses de taux appliquées sur les bases des contribuables qui ne payent plus de taxes d'habitation. Et à partir de 2021 ? C'est l'année de tous les changements. Les communes ne percevront plus de taxes d'habitation sur les résidences principales, mais récupéreront le taux de foncier bâti du département. Problème, ce taux de foncier bâti du département, appliqué sur les bases de foncier bâti de la commune, ne correspond jamais au produit de TH communal supprimé. Et donc, pour traiter ces différences, la loi prévoit le calcul, à partir du produit 2020, d'un coefficient correcteur. Ce coefficient correcteur, ce fameux COCO, appliqué sur un produit de foncier bâti calculé avec un taux foncier bâti communal plus départemental, permettra de retrouver le produit supprimé de taxe d'habitation. L'application du coefficient correcteur permet bien d'avoir un produit supplémentaire en cas de variation des bases et en cas de variation de taux. Et de ce point de vue, il est plus satisfaisant que le mécanisme de garantie des CRTP FNGIR mis en place lors de la réforme de la taxe professionnelle. Attention toutefois, ce coefficient correcteur sera calculé avec le taux de TH communal 2017. Et donc les communes qui ont augmenté leur taux depuis 2017 perdent durablement le bénéfice du produit de TH issu de la hausse de taux. De ce point de vue, le mécanisme n'est pas une compensation à l'euro près de la perte de taxe d'habitation. Et à ton avis, qu'en est-il des intercommunalités et des départements? Pour les intercommunalités, la TH des résidences principales sera remplacée par une fraction de la TVA. Cette fraction de TVA sera calculée à partir des bases 2020 et du taux de TH 2017. Donc les groupements perdent eux aussi le produit supplémentaire issu d'une hausse de taux. Les départements perdent le foncier bâti et percevront à la place une fraction de TVA calculée à partir des bases 2020 et du taux de foncier bâti 2019. Ces fractions de TVA varieront par la suite comme l'évolution du produit national de TVA. Et au final, y a-t-il des gagnants, des perdants? Alors, il faut dire d'abord qu'en dehors des contribuables, les gagnants de la réforme, ou les moins perdants, sont les communes, puisque ce sont les seuls qui gardent le pouvoir de taux, en particulier sur une importante recette de foncier bâti. Pour autant, les élus redoutent une modification du calcul du coefficient correcteur au-delà de 2020, puisque ce coefficient correcteur sera piloté par l'État et potentiellement peut dépendre d'arbitrages nationaux. Les élus des intercommunalités et des départements perdent un pouvoir de taux. Les recettes du remplacement de la TH seront indépendantes des politiques intercommunales et dépendront uniquement de l'évolution d'un impôt national et d'un calcul de fraction de TVA qui pourrait être modifié par la loi. Et cette réforme aura-t-elle d'autres conséquences? Oui, sur l'ensemble des dotations de l'État,
en particulier la DGF, le Fonds de solidarité de la région Île-de-France et le FPIC. Toutes ces dotations dépendent d'un indicateur de richesse fiscale, le potentiel financier, qui sera modifié par la suppression de la taxe d'habitation, mais dont on ne sait pas bien comment il sera calculé à partir de 2020. Ce sera l'autre grand chantier 2020 et ça peut être explosif. Ce qui sera à suivre donc en effet. Merci beaucoup Pascal, à bientôt et passons aux brèves, 15 brèves pour 15 jours. Tout d'abord, vous l'avez tous su, en juillet dernier, la loi Blanquer a prévu l'abaissement de l'âge de la scolarisation obligatoire à 3 ans. A priori, on se dit que ça change pas grand-chose. On avait déjà 97,5% des enfants qui étaient scolarisés dès 3 ans, mais ça change pas mal de choses, notamment sur le contrôle de l'instruction. Et ça peut contraindre les communes à avoir quelques dépenses supplémentaires pour quelques enfants scolarisés de manière supplémentaire, pour des écoles privées maternelles dont on ne reconnaissait pas les contrats, par exemple. La loi Blanquer a prévu une indemnisation à l'euro. Cela posait le problème de ces fameuses écoles privées dont on pouvait, en maternelle, ne pas reconnaître le contrat et donc ne pas avoir un forfait élève à payer. Un décret puis un arrêté sont sortis fin décembre pour régler financièrement ces questions, en faisant un peu reporter sur les communes la possibilité de refuser éventuellement un nouveau contrat, et en prévoyant une demande qui est à faire selon un modèle fixe d'indemnisation à l'État. Voici quelques précisions. 2. Ajustements électoraux. On a un décret du 27 décembre 2019 qui porte sur d'autres points que ceux des 2 lois dites Richard dont on a parlé la dernière fois et qui modifie toute une série de choses sur les grammages des bulletins de vote, sur le fait qu'on peut quand même avoir du bleu, blanc, rouge sur les bulletins via les logos des partis, etc., etc. On a également quelques textes complémentaires outre-mer ou pour les Français de l'étranger. Voici des précisions. Comme tous les ans, les comptabilités publiques ont été toilettées par toute une série de textes, avec quelques mentions à retenir spécifiques sur les établissements sociaux et médico-sociaux, y compris privés, et la comptabilité des métropoles. Petit toilettage sur le droit des régies, mais qui ne concerne qu'essentiellement des questions financières et délégations financières ou en matière de marché au sein de ces régies. 5. C'était prévu par la même loi que celle qui crée donc l'Office français de biodiversité, c'est-à-dire qu'on a fait un transfert des pouvoirs préfectoraux en matière d'associations communales de chasse agréées et de plans de chasse au profit des fédérations départementales de la chasse, ce qui fait quand même un petit peu grincer quelques dents. 6. Quelques ajustements ont été faits en matière de contentieux administratif sur notamment tout ce qui est secret des affaires devant le juge administratif avec un référé spécifique, une plus grande clarification de ce qui est compétent pour les demandes d'exécution de jugement alors même que ce jugement est frappé d'appel ou de pouvoir en cassation, etc. 7. On a le Conseil d'État qui nous donne un mode d'emploi plus précis pour les règles de cumul des abattements en matière de taxes d'aménagement. 8. On a le droit sous certaines conditions, de mettre des morts pour la France, même n'ayant pas de lien avec la commune, dans le monument aux morts de la commune, en l'occurrence ce héros national qu'est le colonel Arnaud Beltrame. 9. Le Conseil d'État nous donne enfin un mode d'emploi sur comment appliquer la taxe de balayage lorsque j'ai des carrefours routiers. Attention, il va falloir prendre votre compas pour comprendre tout ce que nous dit le Conseil d'État, mais à la fin ça devient assez logique. Bon courage. 10. La police de l'environnement a été, toilettée pour ce qui est commissionnement, assermentation des fonctionnaires, toilettage de certaines dispositions du code de l'environnement, notamment en matière de sanctions, donc par un décret du 17 décembre. 11. Une cour administrative d'appel nous confirme une jurisprudence qui était constante sur les actions au paiement des sommes dues par un assureur. 12. Un décret important, évidemment contesté par un certain nombre d'acteurs, en matière de continuité écologique, pas seulement des cours d'eau, point ce que nous avions abordé ensemble il y a quelques mois, mais aussi sur les fameuses trames vertes et bleues. Donc un décret à appréhender de ce point de vue.
13, toute une série de décrets. Ça y est, la loi en matière de la fonction publique commence à donner un certain nombre de décrets sur le compte personnel d'activité, sur la formation, sur la rupture conventionnelle, très important, etc. Donc voici quelques précisions. 14. À partir de quel seuil faut-il présenter au contrôle d'égalité les marchés? 214 000 € hors taxe, nous dit un nouveau décret. Et 15, le régime des autorisations environnementales ne cesse d'être réformé et plutôt assoupli à chaque fois. Nouveaux assouplissements avec un décret du 12 décembre. Voilà, merci. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques par Lando et Associés pour VK, dans 15 jours donc. Et n'oubliez pas de vous abonner juste après. Merci, au revoir.